Qui n'a pas entendu les clameurs monter des rédactions, des bureaux et même des champs lorsque la nouvelle est tombée? Le puissantissime, l'intouchable, l'inattaquable, le magnat, le multimilliardaire de la logistique pétrolière, ferroviaire, portuaire, présent dans 46 pays va, j'ai presque envie de dire, enfin répondre devant la correctionnelle. Quel coup de théâtre! Mais ce qui est remarquable, et que réjouissait la majorité des Africains notamment, ce qui a changé la donne, c'est le fait que le grand patron de la multinationale, qui ne discute qu'avec nos chefs d'État, est enfin plaidé coupable de corruption. Enfin! Jusque-là, bien que les choses paraissaient assez évidentes, le rejet, la détestation dont il est l'objet, était vu par une certaine presse et quelques bien-pensants comme du racisme ou de la jalousie. Les accusations dont il faisait l'objet étaient tellement grosses que l'on supputait presque toujours un peu d'exagération dans les propos de ses accusateurs. Cette fois, les choses sont claires. Une juge l'a fait plier. Il est passé aux aveux. De quoi s'agit-il en réalité? Au terme d'une enquête confiée il y a déjà 8 ans à des juges d'instruction et de 2 mois de négociations avec le parquet national de France, Vincent Bolloré, Gilles Alix, le directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Doran, le directeur général de l'agence de communication Havas, une filiale de Bolloré, avaient accepté de comparaître sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une sorte de plaidé coupable à la française. En gros, ils reconnaissaient leur culpabilité et ainsi ils ne devaient payer qu'une amende de 375 000 € chacun, ce qui représente des clopinettes, des cacahuètes pour eux. L'affaire devait être close avec cette somme. Seulement, la juge Isabelle Prévost-Després a refusé d'homologuer ce principe de plaider coupable. Elle a refusé cet arrangement, estimant que les faits graves qui leur sont reprochés devaient être jugés devant un tribunal correctionnel. Mais ce qui est important, ce que l'on retient, parce que le reste est très technique pour nous, c'est que lors de l'audience, les 3 prévenus ont reconnu avoir utilisé les activités de conseil politique de la filiale Havas pour décrocher la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée au bénéfice d'une autre filiale, Bolloré Logistique. Même si techniquement les 3 hommes peuvent revenir sur leurs aveux, la presse et la rue africaine retiennent une chose. Ils ont reconnu leur culpabilité. Ils ont reconnu qu'ils ont corrompu nos dirigeants. Point final. Ce n'est plus un fantasme ou une rumeur des réseaux sociaux, non. On peut donc légitimement s'interroger sur les contrats obtenus dans les autres ports. En plaidant coupable de corruption, Vincent Bolloré a involontairement dissipé l'épais écran de fumée qui entourait ses pratiques et ses contrats un peu partout en Afrique. Il lève un pan de voile sur la relation pas très orthodoxe qu'il entretient avec certains de nos chefs d'État qui, pour beaucoup, le redoutent, d'ailleurs, en raison de son lien supposé avec le palais à Paris. Mais dans le même temps, nous savons que cette contrariété n'aura aucune répercussion réelle dans ces affaires en Afrique, puisque ceux qui peuvent entreprendre des actions contre de telles pratiques sont malheureusement ceux qui sont aux affaires, ses amis, avec lesquels il passe ses deals. En réalité, seule la justice française est en mesure de faire son travail dans cette affaire. Pour preuve, aucune information judiciaire n'a été ouverte dans un de ces pays à la suite de ce jugement. Aucune. Et comme on dit chez nous, qui est vous? Quel est le juge qui oserait s'y frotter? Il se retrouverait au mieux rapidement muté dans une bourgade de l'arrière-pays. Pourtant, j'en connais quelques-uns qui en meurent d'envie, croyez-moi. Il faut dire que l'homme est puissant. Logistique pétrolière et portuaire, transport ferroviaire, actionnaire de sociétés agricoles, le groupe français est devenu un incontournable des circuits économiques africains. Et il est aujourd'hui présent dans pas moins de 46 pays. Le groupe Bolloré détient également la majorité des parts dans 3 concessions ferroviaires en Afrique. Sitaraï en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, Benirail au Bénin et la Camrail au Cameroun. Enfin, le groupe Bolloré est actionnaire à hauteur de 38,8% de la holding luxembourgeoise Socfin, qui gère environ 187 000 hectares de plantations en Afrique, mais aussi en Asie. Il s'agit principalement de palmiers à huile et d'EVA. Mais le secteur le plus lucratif, comme je le faisais remarquer tantôt, est celui du réseau portuaire, les ports. Du stockage au transport de marchandises, ce sont 10 ports d'Afrique de l'Ouest et 16 terminaux à conteneurs que tient le groupe Bolloré. Impressionnant, non?
Avant de voir les conditions d'octroi souvent discutables de ces infrastructures stratégiques, il faut déjà comprendre, mesurer l'intérêt qu'ils revêtent dans le commerce mondial. Pourquoi les ports intéressent-ils tant les grandes firmes dont Bolloré? Le port est d'abord un enjeu de commerce mondial. Il faut savoir que 90% du trafic économique mondial se fait principalement par la mer. Les produits à l'importation et à l'exportation sont transportés pour l'essentiel par bateau et passent forcément par un port de départ et d'arrivée. Ça peut être des conteneurs qui représentent plus de 85%, ou en vrac comme les voitures, le riz et autres céréales, ou même le pétrole et autres hydrocarbures. C'est par la mer que les marchandises partent des grands pays producteurs de biens vers notre continent. C'est aussi par elle que nos richesses, une partie de nos matières premières, partent vers le nord. On mesure donc l'aspect stratégique du port, même si à la réalité, le maître du jeu, celui qui gagne le plus d'argent, est l'armateur, celui qui possède les bateaux. C'est lui qui définit les tarifs de fret, la durée de livraison, le port de transbordement. Les taux de fret dépendent de l'armateur. C'est d'ailleurs eux qui sont en train de réaliser le jackpot, de se gaver avec la crise sanitaire actuelle au détriment des consommateurs finaux. Quelques armateurs se partagent l'essentiel du trafic vers l'Afrique. Ils définissent les lignes maritimes, se déjouent des restrictions imposées par les États et impactent directement les tarifs des produits importés ou exportés des pays africains notamment. Mais les concessionnaires des ports ne sont pas en reste, loin s'en faut. Tenez, ces 10 dernières années, les ports africains ont enregistré une croissance annuelle de 7% des trafics maritimes et des volumes d'échanges multipliés par 4. L'Afrique suscite un réel regain d'intérêt. Ce qui a finalement convaincu de nombreux dirigeants qu'il faut multiplier des projets portuaires. Ainsi, on a Luanda en Angola, on a le deuxième terminal à conteneurs au Bénin, le port à eau profonde de Ndayane au Sénégal, le port de Limbe au Cameroun. Mais l'Afrique qui parle de ZLECA, la zone de libre-échange économique, qui dit vouloir faire un marché continental, a-t-elle besoin d'autant de ports? Ce côté extraverti des ports africains devrait nous interpeller puisqu'il signifie que nous nous mentons lorsqu'on parle d'unité africaine et d'industrialisation de notre continent. Nos dirigeants semblent conditionnés et persuadés que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Parce que s'ils y croyaient, leur préoccupation serait de multiplier les infrastructures pour booster les échanges continentaux. On se mettrait d'accord pour faire des routes afin de constituer un vrai marché. Les pays ont-ils besoin de multiplier autant de ports pour se mettre en concurrence? On voit souvent des ports en eau profonde distants de moins de 100 km. Oui, 100 km. Leur multiplication dessert l'Afrique. La surcapacité des ports africains est une réalité qui se fait jour au fur et à mesure que les ports en eau profonde sont construits en Afrique. Parce qu'au final, faute de spécialisation, celui qui paie, c'est le consommateur. Les opérations sont en effet plus coûteuses sur les ports africains, avec des tarifs de gestion, stockage et livraison locale jusqu'à 6 fois plus élevés que dans les ports européens. Ce déficit de compétitivité est un obstacle supplémentaire à l'insertion de notre continent dans l'économie mondiale. Vous allez me demander, et Vincent Bolloré dans tout ça? Il a exploité quelques-unes de nos faiblesses, tout simplement, quelques-unes de nos tares. Dans le cas d'espèce, l'inorganisation et la corruption. Il faut savoir pour comprendre que la qualité, l'attractivité d'un port dépend de son écosystème qui doit être vertueux. Un port dans lequel sortir son conteneur reste une difficulté majeure, avec des délais oscillant entre 15 et 40 jours, contre moins de 24 heures en Europe, ne peut pas présenter d'attrait. Surtout lorsque l'on sait le circuit de corruption, de prébende qui y prévaut. Ajoutez à cela la multiplication des points de contrôle entre administrations à la sortie des ports, et on va quelquefois jusqu'à une vingtaine d'administrations. La faible digitalisation des opérations, la congestion des villes portuaires, la non-professionnalisation des acteurs de l'importation ou du transit. Du coup, l'État n'y trouve plus son compte. L'opérateur vertueux, encore moins. En réalité, un port ne vaut que par la qualité de son écosystème. L'environnement immédiat et l'arrière-pays sont généralement mal connectés aux ports africains. La mauvaise qualité ou l'absence d'infrastructures logistiques terrestres, comme les routes, les rails, peut ainsi retarder, voire bloquer les flux entrants et sortants. Alors, au regard de tout cela, il est évident qu'au port, il faut absolument ajouter les routes et le chemin de fer. C'est le même écosystème en réalité. C'est là qu'interviennent les plus malins.
Puisque nous ne sommes pas capables d'organiser tout ça, de créer cet écosystème vertueux comme des adultes responsables, puisque nos dirigeants manquent de volonté réelle pour structurer cet environnement clé, ils préfèrent recourir aux autres, aux grands groupes occidentaux. Ici, au passage, ils peuvent financer leur campagne et leur servir de protecteur auprès de l'Élysée. Le deal est scellé. Ils la jouent donc perso. Tant pis pour le pays. Et c'est là qu'arrive qu'entrent en jeu les plus malins pour tirer les marrons du feu. Ils jouent du manque de préparation claire des dirigeants qui veulent chacun leur port sans trop savoir pourquoi faire, sans trop penser au volume du trafic, sans trop penser à l'écosystème. Les conditions sont réunies là donc pour qu'ils prennent les 10 ports dans des conditions léonines, puisque nous ne savons pas quoi en faire. Et au passage, naturellement, ils arrosent allègrement nos chefs. Ils les aident à se maintenir aux affaires à coups de campagne de communication. C'est de bonne guerre lorsqu'on a fait d'aussi gros investissements. Vincent Bolloré est, c'est vrai, une réelle préoccupation pour nos économies. La situation de monopole qu'il occupe, en tenant souvent dans le même pays les ports, le chemin de fer et même une partie de l'agriculture et les médias, est inconcevable. Celui qui tient autant de secteurs clés est le vrai patron du pays. Si en plus il fait élire le prince, il est Dieu. Et lorsqu'on ajoute à cela les médias qui colonisent les esprits, qui façonnent le mode de pensée de la jeunesse, la boucle est bouclée. Nos amis les Africains, selon l'expression consacrée, sont sous coupe réglée, colonisés, asservis par celui qui, en même temps qu'il se fait pas mal d'argent avec ses chaînes en Afrique, distille en France, avec la très xénophobe chaîne CNews, ses idées nauséeuses. Des idées aux antipodes des sentiments gluants qu'il affiche en Afrique. Mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. S'il est si fort, si puissant, c'est bien à raison de nos manques, de notre inorganisation. À notre jeunesse, à nous cadres, à nous financiers sans complexe, d'établir un autre écosystème. À nous de fabriquer des champions capables de répondre à ce type de demande, d'appel d'offres d'envergure. Le modèle du Nigeria dans ce domaine devrait nous inspirer. La règle là-bas est simple. Une exigence, une recommandation forte d'avoir un partenaire local pour les marchés importants. Les dirigeants ont, sans peur, sans complexe, instauré la préférence nationale et l'éclosion de vrais champions dans divers domaines. Les Aliko Dangote dans l'industrie, les Tony Olumolu, fondateur du groupe United Bank for Africa, Mike Adenuga de Globalcom, Abdul Samad Isiakou Rabiou dans le pétrole et dans divers domaines pour ne citer que ceux-là. Mais à la vérité, nos dirigeants francophones, contrairement à Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, qui a permis l'éclosion d'une cinquantaine de milliardaires africains, nos chefs d'État francophones ont peur de permettre la naissance des champions qui pourraient lorgner sur leur fauteuil ou qui seraient tentés de financer l'opposition. Alors ils brisent toute velléité d'enrichissement. Les impôts ont vite fait de passer voir dans vos comptes. Et ils sont tous souvent exclus des appels d'offres importants. Les exemples sont légion. Comment libérer notre économie dans ces circonstances? Ce n'est pas l'autre qui viendra nous développer, mais qu'ils se souviennent. Les milliardaires nigérians investissent sur place et créent des millions d'emplois. Les nôtres luttent pour planquer ailleurs le peu qu'ils ont gagné. Pendant que nos chefs d'État enrichissent les autres qui mettent à l'abri chez eux ce qu'ils ont tiré de ce désordre. En attendant que nos chefs d'État prennent conscience de l'urgence de faire naître des champions nationaux, puisque le rêve est permis, mais la réalité est moins dynamique et plus lente à se réaliser, en attendant donc le réveil, un message fort doit être passé au successeur de Vincent Bolloré, son fils, qui va bientôt prendre les rênes du groupe. Le logiciel doit changer. Plus de respect, moins de condescendance et moins de gourmandise. Il ne s'agit de chasser personne. Il ne s'agit pas de s'enfermer, mais que celui qui opère en Afrique respecte les règles du jeu et se comporte moins en colon. C'est à ce prix qu'il bénéficiera du légendaire Akwaba ou Teranga à l'africaine. La nouvelle génération y tient et elle a les moyens de tenir tête. À bon entendeur, salut. Dans les prochaines chroniques, nous parlerons justement de la naissance des champions francophones. Il nous en faut, et vite. Nous évoquerons également, dans un autre domaine, la démocratie. Plus de 30 ans après son instauration, quel est le bilan? Est-elle vraiment adaptée à l'Afrique? Ne faudrait-il pas la repenser? Du moins, sa pratique. Et dans une prochaine chronique, nous parlerons des hôpitaux africains. Quelle solution après cette pandémie de Covid-19? Comment
Stopper cette situation humiliante où nos dirigeants ont tellement peu confiance dans leurs hôpitaux qu'ils préfèrent mourir dans les avions en allant en évacuation sanitaire. Et si on consacrait ces énormes budgets d'évacuation sanitaire pour faire de vrais hôpitaux spécialisés où tout le monde pourrait enfin se soigner? Et si la fermeture des frontières imposée par le Covid-19 les contraignait enfin à se pencher sur nos systèmes de santé? En plus de chroniques régulières dans cette chaîne YouTube, à l'Infoca officiel, je vous propose également des documentaires sur des sujets panafricains majeurs. Dans quelques jours, c'est la sortie officielle. C'est la première partie de la version montréalaise de la série Black Art, occasion de découvrir le Montréal Black. Et bien sûr, comme toutes les semaines, la suite d'Archives d'Afrique, la 4e partie de la série consacrée à Thomas Sankara. Je n'oublie naturellement pas le coin de sourire avec Pour rire, qui est désormais très plébiscité. Autant de rendez-vous pour les prochaines semaines. Raison suffisante pour vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la notification pour être prévenu à chaque publication. Merci pour votre attention.